Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat qui vous souhaite la bienvenue en compagnie de Charles Degnaud. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on a deux sujets. On va parler de choses qui sont devenues banales et dont on est parfois porté à penser que ça a toujours existé, mais que ça a toujours un début quand même. Et souvent, c'est le cas aussi. Et oui, alors donc on va... moi, je vais parler d'une pionnière dans le domaine du journalisme. Mais tout d'abord, toi, tu vas nous parler de musique. Oui. On reste dans le même esprit depuis quelques émissions. Tu vas nous parler de l'aventure de la guitare et un peu de la naissance de la musique populaire. Exact. La guitare, c'est un instrument qu'on tient très près. Les instruments à cordes sont pratiquement ergonomiques de lui-même. On voit souvent les violonistes vont tenir leur instrument uniquement en l'accotant sur leur épaule. Ça a été, lors de son évolution, il y a beaucoup d'aspects qui se sont liés à cet instrument, comme à tous les instruments à cordes d'ailleurs, et avant, et ainsi de suite. Mais je me suis concentré sur celui-là parce que je suis un peu familier dernièrement avec le sujet, là. Alors, on retrouve un bas-relief en Égypte qui va dater de 3700 ans avant Jésus-Christ, puis il va représenter un instrument dont la caisse est assez semblable, qu'on parle des incurvations, des courbes, assez semblable à l'instrument moderne. Des Hittites, là, on est à 1000 ans avant Jésus-Christ, autre du même genre, et puis celui-là, il est muni de touches. Les touches, c'est ce qu'on appelle communément des frettes. Alors, c'est concept mathématique, parce que apparaissent déjà là, dans l'Antiquité. Il y a des musicologues qui vont parler aussi de l'Assyrie, le oud mauresque, que j'ai jamais vu comme instrument comme tel, mais ce serait l'ancêtre. Et puis là, ben, on défend l'idée que ces instruments-là, ils viennent de la cithare romaine et puis d'un instrument précédent aussi grec. Et puis, comme on sait qu'à ce moment-là, le monde méditerranéen, on se retrouvait un peu partout en Égypte. Donc, l'origine des instruments à cordes se situerait à peu près là, dans ces endroits-là. La guitare comme telle, elle va prendre... Le mot va apparaître au 13e siècle environ, dans un roman. Le roman de la Rose de Jean de Meung. Puis c'est là qu'on mentionne la guitare la première fois. On parle de guitare mauresque aussi. Et puis au cours des années d'évolution, à partir aussi de la Renaissance, la guitare va connaître toutes sortes de variations. On voit les luths, entre autres, et puis des chromornes, des instruments médiévaux. 19e siècle, là, ça commence à être un peu plus... on bouge un peu plus à ce moment-là. Un Espagnol, un luthier espagnol dénommé Antonio de Torres, il va donner à la guitare la forme qu'elle conserve jusqu'à nos jours. C'est la dimension de la caisse de résonance, tout est calculé justement pour la qualité puis la projection du son. C'est des formes aussi qui existaient dans d'autres pays qui ont été un peu comme combinées. On est aux États-Unis. Christian Frédéric Martin. Les musiciens connaissent les guitares Martin, qui sont à peu près le summum dans la guitare acoustique. C'est un Allemand qui a immigré aux États-Unis en 1833. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis la corde métallique sur la corde classique. Dans les débuts, on parle d'un instrument qui est totalement organique, c'est-à-dire qui est fabriqué avec le bois et même les cordes étaient fabriquées avec l'intestin d'animaux, de moutons, entre autres. Et puis, là, on disait des chats, parce qu'en anglais, ça s'appelle catgut. Gut étant l'intestin, mais ça n'a jamais été vraiment fabriqué avec des chats. C'était des animaux là, de boucherie qui étaient utilisés pour ça. Et puis, la grosse corde sur une guitare, on l'appelle le bourdon, comme les cloches dans les églises, et la chanterelle pour la plus petite aussi. C'est des noms qui sont assez quand même communs en musique, là. Le fait de mettre des cordes métalliques sur une guitare classique a donné naissance à un mouvement qui s'appelle folk. C'est la guitare qu'on voit utiliser partout aujourd'hui. La forme n'a pas changé depuis le 19e siècle. C'est celle qu'on voit à la télévision, qu'on voit en spectacle. Là, je ne parle pas de la guitare, la Goya classique qui va jouer, par exemple, du Paganini ou des morceaux spéciaux. Là, on parle vraiment de l'aspect populaire de la chose, là. La guitare électrique, elle, est apparue vers 1930. C'est drôle parce que le concept existe depuis le 19e siècle pour une guitare électrique. Elle a connu à peu près la même évolution que l'automobile. D'ailleurs, il y a énormément de parallèles
entre le monde de la guitare électrique spécifiquement et le monde de l'automobile. C'est des liens qu'on voit encore aujourd'hui, tant au niveau des thèmes musicaux que de la réalisation des instruments, des technologies, mais aussi de l'approche industrielle qui a été faite là, lorsque cet instrument-là est devenu... C'était une explosion, pour dire la transformation. Dans mon film préféré, Crossroads, le personnage principal dit à un jeune homme, il dit, « Toi, on descend dans le delta du Mississippi, tu penses que tu as l'air d'un vrai bluesman avec ta vieille guitare acoustique toute cabossée. » Non, parce que Muddy Waters a inventé l'électricité, puis c'est là qu'il va lui proposer, il va lui acheter dans le pawn shop une guitare électrique, une Fender Telecaster, puis un amplificateur Pig Nose. C'est une petite boîte qui existe encore aujourd'hui. On peut se le procurer sur Amazon, exactement le même qui était utilisé dans ce film-là. Puis c'est devenu d'ailleurs un des instruments mythiques là, pour le blues, la guitare Telecaster, la Fender Stratocaster. Là, on va éviter justement de s'embarquer dans les différents modèles. C'est un monde en soi. Il faut dire que la révolution de la guitare, si on peut dire, au 19e siècle, tenait beaucoup au fait que c'est un instrument, tu l'as dit... Populaire. Oui, mais que c'est un instrument, tu l'as dit, ergonomique. Oui. On peut le jouer en étant installé un peu confortablement, mais c'est aussi un instrument éminemment transportable. Transportable et abordable aussi. Et oui, et abordable. Donc, et facilement réparable aussi comparé à d'autres. Et alors, donc, d'où le fait, par exemple, que durant la guerre de Sécession, il y avait des soldats qui se promenaient avec leur guitare. Absolument, absolument. Et les cow-boys, c'est bien connu. Alors, dans le cas et donc, on pouvait jouer de la guitare autour du feu de camp. Et c'est un instrument, donc, qui était éminemment populaire de par sa conception. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est incroyable le passe-temps de la guitare à tous les niveaux, hein, du débutant au professionnel, de l'amateur jusqu'à l'artisan ferré. C'est un monde en soi. Puis là, on va retourner un petit peu dans les années 1930. C'était la montée de la musique populaire, les big bands, entre autres, la musique de danse. Là, on voyait apparaître Duke Ellington, Tommy Dorsey, puis tout aussi les jazzmen de la côte ouest américaine. Là, je me concentre surtout sur l'Amérique, mais il faut dire qu'en même temps, en Europe, en Italie, on voyait un mouvement du même genre, là, tant au niveau de la musicalité qu'au niveau du design. Dans ce temps-là, les musiciens, par contre, les guitaristes avaient beaucoup de difficultés à faire entendre la guitare dans le cadre d'un orchestre. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a pris le cornet résonateur d'un gramophone, puis on a installé ça sur une guitare acoustique. C'était une amélioration quand même, parce que là, la guitare a pris beaucoup de volume. Ces guitares-là s'appellent des guitares résonateurs. On les reconnaît, il y a une espèce de grand cercle métallique. C'est une amplification naturelle. Après ça, on a la radio ayant fait son apparition, on amplifiait les ondes électromagnétiques, donc pourquoi pas amplifier la guitare avec l'aide d'une radio. Alors, on a pris le cornet d'un téléphone, on a mis ça dans une guitare. Et puis, évidemment, ça fonctionnait pas beaucoup à cause c'est très microphonique, donc si on touchait à la guitare, boum, ça captait tous les sons extérieurs. Keith Richards, encore une fois, il revient souvent quand on parle de musique, ce gars-là, il parlait de cette invention-là en disant que tout ce qu'ils ont fait, c'est de mettre un téléphone dans une guitare. Mais ils ont pris le bon téléphone puis la bonne guitare et ils l'ont fait au bon moment. Il fallait que je la mentionne, je la trouve tellement drôle, celle-là. Alors, l'amplification règle une certaine partie du problème. Les chanteurs peuvent être entendus, par exemple, au-dessus de la batterie et puis de l'accession de cuivre, mais la guitare est toujours un peu en arrière. Là arrive le principe électromagnétique. Je mentionnais tantôt que la guitare, c'est un instrument qui est parfaitement acoustique naturel. Là, on va lui rajouter la magnétosphère. Puis ça, c'est un peu un concept qui est, je dirais, ésotérique pour la guitare électrique, parce que cette guitare-là n'a pas de principe acoustique comme tel. Il s'agit de la vibration d'une pièce métallique qui modifie un champ magnétique dont les impulsions sont interprétées par un amplificateur, la radio à l'occurrence. Donc là, on peut lui donner le volume.
nécessaire. Non seulement ça, mais le fait que le son n'est pas acoustique, il n'est pas limité à ça. On peut lui adjoindre d'autres sonorités. On peut modifier le type de bobine, le type d'électronique pour aller créer d'autres sonorités. C'est là qu'on voit apparaître les sons comme le rock'n'roll, le surf music. À l'époque, les fabricants de guitares électriques visaient des marchés spécifiques, encore semblable à l'automobile. Il y avait plusieurs gammes d'instruments. Le niveau d'entrée, la voiture familiale. Et puis là, ben, tu allais jusqu'au Deluxe en haut qui était fait sur mesure selon des spécifications précises. Le prix suivant en conséquence, évidemment. Les guitares électriques sont toujours situées comme à mi-chemin entre l'abordable et l'inabordable. Même, ça penche beaucoup du côté abordable. Aujourd'hui, on peut se procurer de très bons instruments quand un prix qui est raisonnable. Ben, avec les temps qui courent, on voit pas beaucoup de prix raisonnables dans quoi que ce soit, là, mais disons oui, que c'est ça. J'ai été surpris relativement au cours des dernières années de voir ça. Alors là, on en est rendu là. On pourrait parler, OK, de l'évolution à partir des premiers principes électroniques. C'est une merveilleuse aventure. Ça a été de créativité, d'inventivité, de musiciens aussi, parce que la guitare, ceux qui en jouent le savent, c'est un instrument qui est facile à apprendre, mais comme tout, c'est très difficile à maîtriser. Alors, non seulement les guitaristes classiques utilisaient le doigté puis la technique pour arriver à leur fin, mais là, on a rajouté cet aspect électronique, magnétique. Le musicien est désormais avec son instrument, parce que une guitare électrique, même si c'est un morceau de bois, ce bois et le métal a un effet sur le son. Si on utilise le laiton au lieu de l'acier, ça change le son. Si on utilise l'orme au lieu du noyer, aussi. Par contre, l'électronique a le même effet. Si on utilise tel gabarit de fil, ça va changer le son. Le même type pour les condenseurs, les résistances, les potentiomètres. Donc, on a rajouté à ça un aspect qui est maintenant très, très technologique, puis qui fait partie du hobby aussi de la guitare. Alors, là, on pourrait parler à partir de 1930, passer par les premières inventions qui étaient des guitares, surtout destinées à la musique country, qui était la musique très, très, très populaire à l'époque. C'est là et puis le Big Band, avec par exemple Duke Ellington, Tommy Dorsey, qui ont amené ça. Puis, je pourrais terminer avec une anecdote. Par contre, la côte ouest aux États-Unis, la musique jazz était très, très populaire et les grands jazzmen jouaient avec des guitares acoustiques à dessus bombé, des archtop qu'ils appellent l'équivalent français, je l'ignore. Et puis, ils ont, Leo Fender, qui est un des plus connus aussi de ces fabricants, a essayé de percer ce marché-là avec une guitare électrique à corps plein, solide. Donc, il en a conçu une qui était faite pour être utilisée en position assise. La guitare était conçue pour avoir le son jazz et jamais elle a servi à ça pour dire. Il y en a qui jouent du jazz avec, mais elle a été boudée puis est devenue la guitare fétiche du son surf, c'est-à-dire les Beach Boys, les Ventures. Cette guitare-là est arrivée à une toute autre destination, utilisation que celle pour laquelle elle avait été conçue. Puis ça, c'est pas rare hein, dans ce marché-là. D'ailleurs, ceux qui achètent des Jazz Masters de nos jours peuvent jouer du jazz aussi avec, mais peuvent jouer tous les autres genres de musique, que ce soit populaire ou classique. Et bien sûr, on parle de musique surf, on parle aussi de rock. Et ça a été, c'est vraiment là que le son de la guitare électrique est devenu pratiquement omniprésent. Avec tous les grands pionniers, un des plus connus, c'est Buddy Holly. Lui a vraiment mis la guitare électrique sur la carte. Okay. Puis là, ça a été une explosion à partir de ce moment-là. Puis le marché est en croissance aujourd'hui. On ne conçoit plus la musique populaire aujourd'hui sans la guitare électrique. Ah, c'est impossible. D'ailleurs, elle est omniprésente et puis c'est devenu le plaisir pour des générations de makers, de fabricants, de créatifs. Aujourd'hui, on peut les concevoir à l'ordinateur puis les fabriquer avec la fabrication numérique. Encore technologie et art qui se rencontrent. Qui se rencontrent. Moi, je vais parler aussi de quelque chose qui est dans notre culture populaire maintenant, puisqu'on parle de journalisme. J'ai vu récemment, Radio-Canada a envoyé en Ukraine Céline Galipeau et CBC a envoyé
Adrienne Arsenault, 2 excellentes journalistes pour couvrir là-bas, et personne se pose de questions au fait que c'est 2 femmes, et que c'est bon, ce sont d'excellentes journalistes, mais ça n'a pas toujours été aussi évident que ça, la profession de journalisme pour les femmes. En fait, pendant très longtemps, ça n'existait pas. Les journalistes, c'était par définition des hommes pendant très longtemps. C'est vers les deuxième moitié, même le 3e quart du 19e siècle, qu'on a vu les premières femmes journalistes, et la plupart étaient condamnées, entre guillemets, à couvrir ce qu'on appelait les pages féminines. Alors, la mode, les potins comment dire, mondains, des choses comme ça. Là, je vais parler d'une exception et d'une pionnière qui a fait du vrai journalisme et qui a pris des risques assez considérables pour elle-même. On va parler de Nellie Bly, de son vrai nom, Elizabeth Jane Cochrane. Alors, comment Elizabeth Jane Cochrane est devenue une célébrité dans le journalisme? Eh bien, on va commencer notre histoire en septembre 1887. Les journaux à New York commencent à publier l'histoire d'une jeune fille qui semblait perdue, qui avait un comportement étrange et qui était pour être enfermée à l'asile de Blackwell's Island, qui était l'asile de New York à ce moment-là. On ne disait pas hôpitaux psychiatriques, on disait asile à l'époque. Et c'est le New York Times en a parlé, a dit qu'elle avait l'air hagard, qu'elle était pâle, qu'elle avait un drôle de regard. Et lorsqu'on lui demandait, selon l'article du New York Times, lorsqu'on lui demandait si elle cherchait ses amis, elle répondait oui, mais elle disait « je peux pas me souvenir », donc elle semblait avoir perdu la mémoire. Donc, elle avait été envoyée à l'hôpital Bellevue pour être examinée. Et là, on l'a déclarée atteinte d'une maladie mentale et on l'a envoyée à l'asile de Blackwell's. Il y a juste un journal, et on a fait un appel pour voir si ses amis ne pourraient pas se présenter. Il y a un journal qui n'a pas reproduit l'appel en question. C'était le New York World. Et ça, pour une raison très simple, c'est qu'eux autres savaient très bien qui était cette jeune fille. Et on va y revenir. Cette jeune fille a donc été envoyée à l'asile de Blackwell. Et 10 jours plus tard, des gens se sont présentés à l'asile de Blackwell. On dit, on la connaît, on vient la chercher. Et on leur a rendu, si on veut, s'ils voulaient bien s'en occuper. Et en fait, c'est là qu'on a su que c'était Nellie Bly, qu'elle n'était pas malade mentale le moins du monde, et qu'elle était journaliste pour le New York World, et elle avait fait semblant d'être malade mentale pour pouvoir enquêter sur les conditions dans l'asile de Blackwell. Alors, elle avait, le premier soir où elle a été envoyée là, de son vrai nom, c'était Elizabeth Jane Cochrane, mais elle avait utilisé un pseudonyme à ses débuts comme journaliste, elle l'a gardé par la suite. Donc, après une nuit, sa première nuit à l'hôpital, elle avait été transportée à l'asile de Blackwell. Et là, c'était pour les femmes. C'était pour les femmes considérées soit insane, comme on disait à l'époque, folles, ou déficientes mentales, qui étaient envoyées là. Ou on disait aussi des femmes avec lesquelles les autorités savaient pas les autorités ne savaient pas comment réagir face à ces personnes-là. On disait-tu hystérique pour les femmes? On disait ça aussi, hystérique. Hein? Oui. Donc, elle a été envoyée, et donc elle en est sortie 10 jours plus tard quand ses faux amis, mais qui étaient peut-être pour certains des vrais amis, sont venus la chercher, puis c'était les gens du journal Le New York World. Alors, elle a pu voir comment étaient traitées les personnes internées dans cet établissement-là. Elle devait coucher sur des lits sans matelas, avec des côtés élevés pour pas qu'elle tombe de chaque côté, qu'elle tombe, et recouverte seulement d'une couverture. On les réveillait à 5h30 le matin. Et là, elle les faisait asseoir sur des bancs de bois durs dans une chambre pas chauffée, très souvent, et en silence. Il fallait garder le silence jusqu'à 8 heures le soir. Wow. C'était ça leur journée. Et il y avait 1600 personnes
qui étaient gardées dans cette île, 1600 femmes. Alors, la nourriture était très rationnée, était très mauvaise en plus. C'était du pain sec, du thé qui goûtait presque rien, du beurre rance, de la viande souvent un petit peu avariée. Et presque tous les malades qui avaient mangé ça vomissaient après et étaient doublement malades. Les conditions d'hygiène, c'était vraiment minimal. Il y avait le bain, c'était un seau d'eau glacée et il y avait du savon une fois par semaine et les vêtements étaient changés une fois par mois. Et en plus, la violence était omniprésente. Les femmes étaient souvent giflées aussitôt qu'elles se tenaient pas bien en ligne. On leur faisait des blagues cruelles et on les battait lorsqu'elles désobéissaient. Elle n'a pas parlé d'agression sexuelle, mais on peut penser que c'est juste parce qu'à l'époque, il ne fallait pas parler de ces choses-là. Mais donc, elle va écrire plus tard elle va publier un livre qu'elle va appeler « 10 jours à l'asile ». Et elle va dire que c'était un piège humain et que c'était facile d'y entrer, mais presque impossible d'en sortir. Donc et là, elle va devenir une célébrité après avoir fait cette expérience quand même risquée. Parce qu'avec la violence qui se déroulait à l'intérieur de l'asile, ça aurait pu mal finir pour elle. Alors, qui était cette Nellie Bly qui a fait ça a été un best-seller et ça a été vraiment un scandale à travers les États-Unis. Oui, c'est ça. Ça a contribué à faire changer les conditions dans les hôpitaux psychiatriques. En fait, de passer des asiles aux hôpitaux psychiatriques, si on peut dire. Alors, elle était née sous le nom d'Elizabeth Jane Cochrane le 5 mai 1864 à un endroit qui s'appelait Cochrane's Mill dans le comté d'Armstrong, en Pennsylvanie. Et elle était donc une des pionnières dans le domaine du journaliste et du journalisme. Elle a perdu son père qui était un juge à l'âge de 6 ans. Et il avait épousé, lui, sa mère en seconde noces. Donc, elle s'est remariée peu après, sa mère, et a eu 5 enfants. Mais M. Cochrane n'avait pas laissé de testament. Nellie n'a donc reçu absolument rien en héritage. Donc, elle devait devenir, on se disait, demoiselle de compagnie ou gouvernante. C'était les seules choses qu'on voyait pour une femme à l'époque, tant qu'elle ne serait pas mariée, tout au moins. Et là, au Québec, on l'aurait probablement fait entrer au couvent, mais dans les pays protestants, ça n'existait pas. Donc, elle est partie à Pittsburgh chercher du travail. Elle a lu une rubrique extrêmement sexiste dans le journal Pittsburgh Dispatch, qui s'appelait « Ce à quoi sont bonnes les jeunes filles ». Alors, elle a écrit au rédacteur en chef George Madden une lettre virulente qu'elle a appelée « L'orpheline solidaire ». Et l'orpheline solitaire, et contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, Madden a bien aimé son style. Et lui a offert du travail si elle voulait écrire des articles. Alors, elle a écrit des articles consacrés à la famille, au divorce, aux enfants. Elle a été engagée. Et c'est là qu'elle a pris le pseudonyme de Nellie Bly, d'après une chanson connue de l'époque. Ça permettait de protéger sa famille des critiques éventuelles. Et là, en 1880, elle fait un reportage sur une fabrique de conserves. Et là, elle raconte la vie des ouvrières, leurs conditions de travail difficiles, dans le froid, la saleté, le danger. Et va accompagner ça de photographies. Et ça fait exploser les ventes du Pittsburgh Dispatch. Et là, très rapidement, elle a choisi les sujets sur lesquels elle voulait écrire. On l'a laissé aller. Elle a beaucoup fait d'articles sur les conditions de vie du monde ouvrier, qui, on sait, au 19e siècle, étaient souvent assez horribles. Mais là, les industriels n'ont pas aimé ces articles sur les conditions des ouvriers. Alors, ils ont commencé à mettre le journal sous pression. Et là, Madden lui a demandé de ne s'occuper que de rubriques artistiques, de théâtre. Elle a donné sa démission et elle est partie en voyage. Elle est allée au Mexique, visiter El Paso, Mexico, Guadalupe, Veracruz. Et là, elle écrit des articles, on est en 1886 à ce moment-là, des articles sur les conditions de vie au Mexique, la situation politique, etc. Et elle va écrire un livre, 6 mois au Mexique. En fait, elle va se faire expulser du Mexique parce que certains articles n'étaient pas très gentils pour certains dirigeants mexicains.
Donc, elle va se rendre à New York l'année suivante, aller travailler, elle va poser sa candidature dans plusieurs journaux et finalement être engagée par le New York World de Joseph Pulitzer, d'où vient le prix Pulitzer. Ça peut étonner aujourd'hui, mais le journal de Pulitzer, c'est ce qu'on appellerait ça un journal jaune aujourd'hui. Mais c'est là qu'elle a fait ce reportage sur l'asile, qui a fait contribué à sa célébrité. Et là, après ça, elle a publié un roman plus tard et elle a continué sa carrière de journaliste. Elle a fait un tour du monde en moins de 80 jours. Pour battre le personnage fictif de Jules Verne. Alors, elle a été financée par un journal et elle va le faire en 72 jours, 6 heures, 11 minutes et 14 secondes. Record de l'époque. Donc, elle va ensuite embarquer sur un bateau à Hoboken et s'en aller en Angleterre. Et là, elle va faire aussi des reportages sur l'Europe, ainsi de suite. Et elle va continuer sa carrière jusqu'à sa mort, finalement, en 1922. Donc, une longue carrière de journaliste qui a été très médiatisée, très connue et respectée à l'époque. Et que lorsqu'elle est partie, après son tour du monde, Jules Verne lui a écrit et il a envoyé un télégramme « Jamais douter du succès de Nellie Bly, son intrépidité le laissait prévoir. » Hurrah pour elle et pour le directeur du World. Alors, c'était un beau compliment qui lui a été envoyé. Alors, c'est ça l'histoire de Nellie Bly, une des pionnières du journaliste. Et là, on me fait encore des signes. On est rendu à la fin. Alors, ça va être tout pour cette semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici André Pelchat qui vous dit à la semaine prochaine. Restez à l'écoute de TVCBF. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau.